Merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde qui est intitulée Courtier innovant ou agile. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun. Comme ça, on va commencer. Bonjour à toutes et tous, Raphaël Jabol, cofondateur et CEO de Eki. Michael Saltran, cofondateur de Moka Assurance. Antoine Genoudet, fondateur de Promi, qui est un courtier digital pour les libéraux. Bonjour à tous, Diane Fernandez, présidente et cofondatrice donc, de Synomen, qui propose des services pour l'assurance agricole. Bonjour à tous, Édouard Souriceau, cofondateur de Ma Nouvelle Assurance, une solution d'assurance de prêt pour les professionnels de l'immobilier. Donc moi, c'est Habib Faye, responsable R&D actuariat dans le cabinet de conseil Nexialog. Donc je rappelle qu'on a un panel assez riche parce qu'il est composé de courtiers et d'apporteurs de services aux assureurs. Donc l'objectif, aujourd'hui les assurtech sont des fournisseurs de technologies en général aux assureurs traditionnels, une industrie qui est peu digitale à ce stade, mais quand même qui est en constante mutation, dont le client final est de plus en plus exigeant en termes de simplicité, de digitalisation, de valeur client, ainsi de suite. Donc, la grosse question aujourd'hui, c'est de voir comment les acteurs, ces gros acteurs-là, vous facilitent la vie, vous accompagnent dans la mise en place des produits. Ça, on va essayer d'apporter des réponses sur différentes thématiques. Mais également, la deuxième question qu'on se pose tous, c'est en tant que dirigeant d'AssurTech, comment vous arrivez à déclencher des synergies gagnant-gagnant auprès de ces gros acteurs? Quelles peuvent être les contraintes et comment faire face à ces contraintes? Donc, si on prend l'exemple, la thématique du self-care, en commençant par toi, Edouard, est-ce que tu peux nous donner une petite définition du self-care et comment, en tant qu'AssurTech, comment vous apportez des solutions à ces gros acteurs? Oui, très bien. Alors, on va commencer par une définition du self-care pour savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, le self-care en assurance, c'est la possibilité de donner via un parcours client optimisé une totale autonomie de souscription pour un produit d'assurance, qu'il soit pour mon domaine l'assurance de prêt ou d'autres domaines d'assurance, et de rendre le parcours le plus fluide possible, le plus simple, le plus compréhensible, afin qu'on puisse en fait enlever le plus de tâches pour le souscripteur et que le client soit vraiment puisse souscrire son contrat de la manière la plus claire et fluide possible en ressortissant avec son contrat. Pour moi, c'est l'avenir de l'assurance. L'assurance reste un métier assez technique, donc il faut pouvoir donner les garde-fous et les conseils optimisés sur le parcours pour que le client souscrive la bonne assurance qui lui corresponde vraiment et éviter tout risque de mauvais risques justement souscrits. Et aujourd'hui, en tant qu'insurtech, on a besoin des compagnies d'assurance, des réassureurs et des gestionnaires qui, eux, en fait, doivent développer des API et découper leurs API de produits pour pouvoir justement faciliter au maximum l'intégration de leurs produits dans nos parcours et dans nos univers graphiques, excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler de contraintes et aussi de bonnes nouvelles. Ils ont envie, les assureurs, que ce soit les assureurs, les gestionnaires et tout l'écosystème ont envie, sauf que comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les systèmes IT et les staffs IT, ils sont surbookés. Donc ils travaillent d'arrache-pied pour sortir ces API, etc. et qu'on puisse vraiment nous les intégrer au mieux. Mais voilà, le frein, c'est que c'est une question de jour-homme et de temps. Et pour moi, il y a encore quelques années à attendre, malheureusement, pour qu'on puisse choisir les API que l'on souhaite et pouvoir les intégrer en natif sur nos parcours clients. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire de l'assurance, c'est d'optimiser ces parcours-là pour justement pouvoir avancer plus vite et proposer la meilleure expérience en tant que distributeur InsurTech au client final. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas sur ma vision du self-care. D'accord, je vais vous tourner vers toi, Raphaël, par rapport à la souscription en self-care. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Ouais. D'accord, ok. Là, ok. Alors, pour moi, le self-care, c'est deux choses. La première chose, c'est un outil d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que la souscription, lorsqu'elle est assistée,
et que vous avez des gens pour réaliser cette souscription, par définition, vous dépendez de la performance de ces personnes-là. Donc, un, il y a un problème de capacité. Deux, il y a un problème de maintenance de la performance et de l'efficacité par rapport à la souscription. Et ensuite, après, donc, lorsque vous arrivez à tout digitaliser sur votre produit, vous êtes capable beaucoup plus rapidement de pouvoir en tirer des conclusions sur quel endroit dans ce qu'on appelle le funnel vous avez réussi à convertir ou pas, parce qu'évidemment le funnel est scindé, et donc du coup de pouvoir assez rapidement aussi mettre en place des initiatives pour pouvoir améliorer la souscription. Ça, je pense que c'est le point numéro 1, donc sur la partie innovation, et donc du coup après proposer des services à ces nouveaux utilisateurs. Et le second, je pense, qu'on a évoqué aussi ensemble, c'est probablement un moyen très simple de mesurer la confiance que des gens peuvent avoir pour une marque. Parce que c'est pareil, lorsque vous avez quelqu'un qui va assister la vente, elle va souvent se faire grâce, au bout du mois, on n'est pas capable de quantifier quelle est la part de cette personne dans la vente. Là, au moins, on sait que lorsqu'une personne souscrit de A à Z seule, par définition, ça voudrait dire qu'elle a eu confiance en vous et en votre marque, puisqu'elle est rentrée seule sur le parcours et elle finalise seule le parcours. J'ai envie de tourner vers toi, Antoine. Est-ce que ces souscriptions de A à Z, ça c'est faisable en assurance de personnes? Est-ce que c'est faisable déjà sur tous les produits et en particulier en assurance de personnes? En assurance de personnes, moi je pense que non. En fait, nous on en a fait un sujet de mathématiques. C'est assez simple en fait. On s'est dit le self-care c'est un modèle économique où on va payer des développeurs et puis après on va avoir un coût variable nul à chaque fois qu'un nouveau client va arriver, ou idéalement parce qu'en fait ça va marcher tout seul. C'est un joli fantasme. Et puis en face de ça, il y a la mathématique qui consiste à dire si on a un parcours assisté par de l'humain, etc., quel impact ça a sur le taux de transfo, quel impact ça a sur le panier moyen, quel impact et quel coût il y a en face. Et en fait, c'est une équation hyper simple. Et nous, la conclusion qu'on a eue sur des assurances compliquées et surtout nous, on essaie de faire un peu un panier de protection sociale, donc en fait, c'est plusieurs contrats, etc. C'est que si on part en self-care, c'est intellectuellement satisfaisant, mais en fait, ça marche juste pas. Ça marche pas parce que c'est trop compliqué, parce que pour le faire correctement, c'est pas des trucs en 3 clics. Donc en fait, on va avoir 2 ou 3% de taux de transfo sur un tunnel, et qu'en fait, il vaut mieux 1000 fois payer des gens qui vont assister le client pour augmenter le taux de transfo, parce que c'est hyper relutif en fait, et c'est extrêmement profitable de faire comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des gens dans notre domaine qui ont essayé de faire du pur self-care et en fait ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on est sur des produits compliqués et parce que aussi en self-care, la machine peut poser des questions et interpréter la réponse, mais elle peut beaucoup plus difficilement répondre aux questions des gens. Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile en self-care de satisfaire le client sur des problématiques qu'il peut avoir lui, ou quand ça percute des choses. Donc en fait, ça marche juste pas. Il y a probablement des produits d'assurance où ça marche. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il faut un peu AB tester le truc et se dire quel est l'impact sur le taux de transfo et quel est le coût en face. Et l'un moins l'autre, c'est oui ou c'est non, quoi. Donc vous voulez dire par là qu'il y a des limites de l'innovation dans ce domaine-là? Est-ce qu'un jour on va parvenir là-dessus, ou c'est une limite dans mon domaine, je ne le pense pas. Parce qu'un pacte de protection sociale, mais ça touche que promis, mais pour le faire correctement, il faut la promesse du 3 clics et du 2 minutes est une fausse promesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire convenablement parce que ça touche des sujets sur la version au risque, sur les stratégies d'épargne, les stratégies patrimoniales, les structures familiales et tout. Ouais. Donc on peut digitaliser tout un tas de trucs. Mais dans mon domaine, je pense que ça ne viendra jamais parce qu'un parcours client, si on veut qui respecte un livrable de qualité, c'est 40 minutes. Personne ne passera 40 minutes tout seul à faire son tunnel dans son coin, personne. Donc en fait, je pense que on peut laisser en self-care des morceaux. Donc après, dans l'expérience client, je pense que c'est la question d'après, on dit en self-care, on met des simulateurs, on met des petits morceaux, on va aider un certain nombre de choses en self-care, on va pré-mâcher certaines choses, etc. Mais un pur
parcours self-care, même s'il est technologiquement possible. Par exemple, chez nous, on pourrait tout à fait ne pas mettre de conseiller et puis que le client se débrouille. On a fait le choix de ne pas le faire parce qu'en fait, ça détruit de la valeur. Et pour le client, et résultat pour nous. D'accord. Donc, parfois, ça peut détruire de la valeur au lieu de créer de la valeur, cette innovation, si on innove jusqu'au bout, si on pousse le bouchon. En fait, je pense que sur ces sujets-là, il faut être un peu pragmatique. C'est juste le client, s'il décroche et qu'il s'en va, c'est qu'il n'a pas eu sa réponse et donc on a détruit de la valeur pour lui et puis pour nous, parce qu'au bout du compte, il n'est pas client, quoi. Je tourne vers Michael. Il y a le self-care et le parcours client. C'est quoi est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Et comment tu définis le parcours client? Je dirais qu'instinctivement, quand on pense à service client ou parcours client, de prime abord, on va penser à des remboursements des prestations remboursées rapidement. On va penser à des documents, des justificatifs qu'on peut transmettre en instantané. On va penser à des interlocuteurs qu'on peut avoir rapidement au bout du fil sans avoir écouté de la musique classique pendant 10 minutes avant. C'est vraiment à chaque fois des services, je dirais, adossés au sinistre et au remboursement futur. Le problème, c'est que je dirais que les clients et puis les sociétés sont en constante évolution et les besoins justement de nos clients, des entreprises évoluent aussi. Si on prend par exemple le domaine de l'assurance santé, on regarde au jour d'aujourd'hui, on a plus d'un Français sur 3 qui est atteint de maladies chroniques. Donc des maladies, je dirais, avec des pathologies longues et évolutives avec le temps. Ça peut être le diabète, ça peut être des maladies cardiovasculaires, ça peut être des cancers. Donc c'est des pathologies qui peuvent survenir et qui évoluent avec des critères un petit peu environnementaux et comportementaux, donc selon nos modes de vie. Donc on voit que là, les services à proposer ne sont pas forcément au moment du sinistre, mais plutôt en amont du sinistre, donc sous forme de prévention, de dépistage. Et c'est là où les courtiers, les néo-courtiers ont peut-être un rôle à jouer avec l'exploitation des données, en disant voilà, on a une connaissance beaucoup plus fine de nos clients, de notre portefeuille, et on peut proposer à chaque fois des services presque qui vont répondre à des enjeux sociétaux à chaque fois. Vous parlez d'exploitation de données. Est-ce qu'il y a des limites réglementaires, mais aussi des limites vis-à-vis de vos partenaires, les assureurs traditionnels? C'est sûr que la condition un petit peu sine qua non pour exploiter les données, c'est d'être en accord sur le plan réglementaire. On pense toujours à RGPD, anonymisation des données. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus juste récupérer un grand fichier, dire je masque le numéro de sécurité sociale, monsieur Jean-Paul, je le remplace par monsieur XX, et puis échanger des fichiers de telle sorte. C'est-à-dire que les données doivent, si jamais on prend un fichier et qu'on les croise avec peut-être des données publiques, open data, juste avec une date de naissance, une date de soins et un code postal, on peut remonter et réidentifier beaucoup de personnes. C'est-à-dire que le côté réglementation et anonymisation doit aller beaucoup plus loin que ça. Et justement, c'est un travail entre les courtiers, les porteurs de risques et puis les différents partenaires. C'est de faire un gros travail en amont sur cette partie anonymisation réglementaire pour pouvoir exploiter l'ensemble des datas. Donc il y a un réel intérêt d'un partenariat entre Insurtech, Assurtech et... Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Surtout sur cette partie qui est un petit peu sensible avec les données qu'on utilise. Ouais, très bien. Je vais passer à un autre volet sur l'innovation, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est l'innovation et agilité. Je me tourne vers toi, Diane. Donc, à quoi ressemble aujourd'hui l'innovation sous l'ère assurantielle actuelle? Du coup, pour ce qui est de l'innovation aujourd'hui dans l'assurance, on va déjà un petit peu définir trois grandes catégories en fait, d'Insurtech, que sont donc les Insurtech qui produisent des nouveaux produits d'assurance, celles qui vont être touchées davantage la distribution, et enfin celles qui vont fournir des services aux assureurs. L'innovation dans ces trois typologies d'Insurtech va être assez différente, même si elles peuvent être assez transversales aussi. Mais du coup, on va par exemple observer des innovations qui vont être, comme on l'a précisé là, juste avant, là, avec le self-care, vraiment sur tout ce qui est la digitalisation, d'une part, du parcours client, toute la partie vraiment personnalisation, hyper-personnalisation de l'offre, et une facilitation dans le process de souscription.
Il y a cette première étape-là qui va couvrir énormément d'acteurs, beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs de la distribution. Et il y a après aussi toutes les innovations qui sont très technologiques et qui là vont avoir recours à beaucoup de données, que ce soit de la donnée client, mais aussi d'autres typologies de données, comme de la donnée issue d'images satellites, issue de données météorologiques. On en a parlé ce matin au sujet de l'assurance paramétrique, hein, qui va donc utiliser et collecter beaucoup de données diverses. Du coup, on va avoir vraiment différentes typologies, donc vraiment une partie beaucoup plus sur l'usage, sur des innovations d'usage et d'autres innovations qui sont avec une portée technologique beaucoup plus importante. Si je parle par exemple pour Synomen, on va se positionner beaucoup sur toute la partie technologique puisqu'on va combiner de la donnée satellite avec des modèles de culture et avec de l'intelligence artificielle pour fournir des informations sur les rendements et sur les dommages sur les cultures agricoles en temps réel. Voilà. Mais on a aussi, bien sûr, une partie qui va être plus sur le process en tant que tel, en termes d'innovation d'usage, puisqu'on va aussi aider l'expertise des sinistres suite à un dommage sur les cultures. Voilà. Donc il y a vraiment un panel assez diversifié et selon la typologie de l'InsurTech, il y a une prédominance effectivement plus à l'usage ou à la technologie peut-être un peu plus de rupture, même si on fonctionne toujours de façon très incrémentale avec les assureurs quand on travaille avec eux. Ouais. Donc vous avez dit que vous travaillez avec les assureurs. Si on fait de l'innovation pure technologie, comment déclencher de l'intérêt, de la synergie vis-à-vis des gros assureurs? Par exemple, typiquement pour votre cas, comment vous avez approché les gros assureurs et pour leur démontrer que votre innovation, c'est une innovation de rupture et ça a un réel intérêt pour ces acteurs-là? Alors oui, ça a un intérêt, c'est sûr. Alors ils ne le voient pas forcément tout de suite, d'autant plus que si on compare, il y a la table ronde, en parlait juste avant, hein, mais vraiment l'horloge start-up versus l'horloge du grand compte est totalement différente. Et du coup, effectivement, il faut réussir à s'adapter les uns aux autres, hein, les temps de décision des grands groupes, savoir si effectivement cette start-up nous intéresse ou pas, on a envie de travailler avec elle, c'est très long à mettre en place. Mais il y a un gros intérêt, d'abord parce que la start-up apporte énormément d'agilité dans toute la mise en place d'un nouveau process. C'est vraiment l'ADN hein, de la start-up, c'est vraiment l'innovation. Et alors que justement, c'est quelque chose qui fait généralement défaut aux grands groupes. Donc ils ont vraiment tout intérêt à travailler ensemble, sachant qu'en plus le grand groupe va apporter aussi une connaissance du terrain, une connaissance client qui est très enrichissante aussi pour la start-up, qui elle va plutôt apporter des grandes connaissances technologiques. Donc oui, il y a un gros intérêt à travailler ensemble. On commence généralement par des preuves de concept qui ne sont pas trop engageantes pour le grand groupe, mais qui doivent effectivement être poussées ensuite bien au-delà, vers des partenariats ou des contrats beaucoup plus conséquents pour effectivement pour le consolider. C'est des grands groupes qui sont parfois un peu frileux. Heureusement, il y en a qui passent le cap, il y en a qui sont frileux, mais effectivement, c'est une très bonne chose de les pousser à le faire. Je passe à toi. Hein. Innovation d'usage, innovation pure tech. Alors l'innovation, c'est une thématique en effet qui est importante. Le débat, c'est innovation d'usage ou innovation pure tech. Pour un petit peu expliquer ce que c'est, en effet, Diane à côté, pour moi, fait de l'innovation pure tech parce qu'en effet, il y a des systèmes d'IA, des systèmes paramétriques, où moi, je n'ai pas la prétention de faire ça aujourd'hui. Et j'aime bien la définition qu'elle fait des trois types d'innovation. Moi, je suis plutôt dans une innovation de distributeur. Je n'ai pas la prétention de révolutionner, de faire la mécanique quantique assurantielle demain, ce n'est pas le but. Mais pour parler de ce que je fais, donc l'innovation d'usage, qu'est-ce que c'est pour moi l'innovation d'usage? Je vais prendre l'image de l'ascenseur. L'ascenseur, ce n'est pas une innovation en soi. Quand l'ascenseur a été créé, c'était l'assemblage de la poulie, du moteur électrique, des systèmes hydrauliques et d'une cage en acier. Et ben moi, ce que je fais chez Manuel Assurance, c'est que je vais associer différentes solutions tierces pour optimiser et améliorer et apporter une expérience client des plus profitables et des plus simples. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, clairement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des API d'assureurs pour pouvoir distribuer leurs produits, mais on n'a pas réinventé l'API. Et aujourd'hui, peu de sociétés réinventent l'API. On va intégrer des produits, d'où l'importance d'avoir des liens avec ces gros acteurs pour pouvoir justement
avoir à disposition leur système et pour pouvoir les intégrer de manière différente. Et ça rejoint aussi la thématique self-care. Et en effet, le self-care, il n'y a pas de noir ou blanc, hein. Le self-care n'est pas que la solution. Il faut savoir mixer un peu les solutions et garder de l'humain. C'est assez important. Mais voilà, l'innovation d'usage, pour moi, c'est ça. C'est prendre un système d'une société qui a été très bon, par exemple, dans le multicanal conversationnel, intégrer une solution de téléphonie qui va apporter une autre brique, intégrer une solution de réassurance qui va apporter encore une autre brique. Et c'est vraiment mixer ces solutions-là pour pouvoir apporter pour le client final une solution complète qui lui permet d'avoir accès à l'information, accès à la souscription et de se sentir bien dans son parcours de souscription d'assurance, qui, je le rappelle, est un domaine qui n'est pas forcément des plus sexy à la base quand on souscrit une assurance. Donc pour moi, c'est vraiment ça, voilà, le débat entre innovation d'usage pour des distributeurs comme moi, où c'est ce qu'on fait, et s'allier justement avec des innovations pure tech, où il ne faut pas opposer les deux justement, et c'est plutôt travailler en fait ensemble pour pouvoir avancer et distribuer au mieux les produits d'assurance, et avec bien sûr les gros groupes qui eux doivent continuer de mettre à disposition leur système et de les ouvrir au maximum en fait pour qu'on puisse optimiser la distribution de leurs produits auprès des clients finaux. Donc si je devais conclure sur l'innovation, l'innovation, c'est pas que créer des algorithmes et créer des moteurs d'IA, c'est aussi innover sur les systèmes et intégrer des briques ensemble pour avoir un système complet et efficient pour le client final, tout simplement. Pour créer de la valeur. Ok. Donc je me tourne vers toi, Raphaël, parce qu'on parle d'innovation d'usage, et donc c'est des briques qu'on met d'après Edouard. Ouais. Selon toi, est-ce que ça apporte en plus? Est-ce que ça donne plus de réactivité par rapport à... Ouais. Moi, je pense en tout cas que l'innovation pure tech, elle se fait uniquement avec énormément de données déjà. Donc le fait de se dire qu'on a vraiment une technologie, on parlait de machine learning juste avant, d'intelligence artificielle, ça ne se fait pas sans données. Donc pour nous, c'était d'abord de faire de l'innovation d'usage dans un premier temps, parce que là, on a aussi parlé de souscription, mais il y a aussi l'utilisation. Pour nous, l'utilisation, c'est super important parce que nous, en tant que service qui fait aussi des protections juridiques, on reçoit beaucoup de besoins sur quelles que soient les typologies de droits que vous avez. Donc, ça va du pénal, médical, tout ce que vous voulez. Et en fait, la comparaison qu'on fait, c'est aussi avec ce qui s'est passé dans le divertissement avant. Donc, en fait, Spotify et Netflix, avant qu'ils arrivent, au début, on achetait un CD à Carrefour où on louait une vidéo pour ceux qui ont connu le Vidéo Futur. On allait au Vidéo Futur, on prenait une cassette, on revenait, on la remettait. Donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'usage. En tout cas, on en a moins. Netflix et Spotify, quand ils arrivent, ils innovent énormément et très rapidement sur la partie justement souscription, distribution et sur le début. Donc pour être sûr que le aha moment, il arrive le plus rapidement possible et que les gens reviennent. Et après, au fur et à mesure du temps, dès qu'ils ont une base d'utilisateurs et d'utilisatrices qui est assez conséquente, là, comme par hasard, on voit arriver le recommandé pour vous, la musique iranienne à laquelle j'avais pas pensé et maintenant à laquelle j'arrive plus à me lever le matin, la playlist de l'année, etc. Et en fait, je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Mais l'innovation d'usage, ou en tout cas pour nous, où ça a été d'abord l'innovation d'usage et ensuite l'innovation pure tech, c'est aussi que l'innovation pure tech, en plus d'avoir besoin de beaucoup de données, ça coûte énormément d'argent. C'est ça la réalité. Donc en fait, si vous avez levé 20 millions d'euros sur un PowerPoint et vous arrivez à embaucher 50 PhD, top. Mais si ce n'est pas le cas, ça fait mal. Nous, ce n'était pas le cas au début. Donc du coup, on est d'abord passé par ça pour faire de l'acquisition client. Une fois qu'on a eu l'acquisition client, on fait en sorte que les utilisateurs puissent utiliser notre service et qu'ils soient contents. La satisfaction aussi, c'est super important. Et ça, je pense que l'innovation d'usage, pour ça, c'est super important et super utile. Et après, une fois qu'on a les données, une fois qu'on a les utilisatrices et les utilisateurs, on est capable d'avoir des modèles qui sont prédictifs et pouvoir bosser dessus. Oui, je tourne vers toi, Antoine, en termes d'innovation. C'est un peu comme sur le premier sujet, je pense que ça dépend aussi du thème qu'on adresse, que chaque boîte adresse. C'est-à-dire que là, c'est une table ronde sur les courtiers. En général, un courtier, il s'adresse donc au sujet de la distribution d'un certain nombre de produits. Donc notre sujet, c'est de faire l'interface entre des assureurs et des clients et de créer une expérience client propre au milieu. Je ne suis pas sûr que le courtage en tant que tel soit le lieu
à court terme d'innovation de rupture. Il y a probablement des innovations de rupture dans le monde de l'assurance à plein d'autres endroits, mais enfin, c'est même évident dans la conception des produits, dans la gestion des risques, dans la prévention des sinistres, etc. Le job du courtier, c'est pas celui-ci. Donc il me semble que sur cette table ronde, et on répond tous un peu ça, la feuille de route, c'est le fait de dire on a, suivant qu'on compte les gens qui font que ça ou pas que ça, mais 10 000, 20 000, 30 000 personnes en France qui font un métier d'une certaine façon. Il y a un niveau de satisfaction qui est ce qu'il est, un niveau d'équipement et de compréhension des clients qui est ce qu'il est. Donc en fait, notre sujet, nous, c'est pas forcément, c'est le pain point, c'est un pain point d'usage. En revanche, sur une autre table ronde sur innovation d'usage ou de rupture dans l'assurance, si c'était plus ouvert, il y aurait probablement des réponses extrêmement différentes, parce qu'on le voit chez nos partenaires assureurs, il y a des vrais sujets de rupture qui seraient pas mal d'ouvrir. Mais il me semble chez les courtiers, à court terme, dans les années qui viennent, le vrai sujet, c'est de faire sauter le verrou de la pénibilité, en fait, de l'accès aux produits et de la compréhension des produits. Et ça, c'est de l'usage globalement. Même si pour ça, on utilise des technologies, mais on ne réinvente pas la roue. Donc, j'ai la chance d'avoir 3 courtiers, mais aussi des apporteurs de services aux assureurs traditionnels. Selon toi, Michael, innovation d'usage ou innovation pure tech pour les gros assureurs, c'est quoi ton avis là-dessus et quelle vision as-tu? Ça peut être une synergie entre les deux, c'est-à-dire que de plus en plus, les courtiers travaillent vraiment conjointement avec les assureurs, les porteurs de risques. Je dirais l'usage qui leur permet de vraiment fluidifier les process internes est aussi important. Et la partie peut-être un petit peu plus tech, un petit peu plus IA, ça peut leur servir pour leurs clients, c'est-à-dire qu'on a beaucoup des courtiers qui ont comme clients des grandes entreprises, on est dans un aspect B2B. C'est leur apporter peut-être de l'innovation, peut-être, comme disait, de la prévention, des dépistages, tout un tas de petites innovations qui s'améliorent avec le quotidien, qui suit la tendance. C'est vraiment une synergie des deux, je dirais. Très bien, merci. Je tourne vers toi, Diane, par rapport à... Au-delà des POC, par rapport aux limites qu'on peut avoir sur cette technologie, au-delà des POC, pourquoi et comment construire une collaboration durable en tant qu'AssurTech vis-à-vis de vos partenaires, grosso modo? Du coup, au-delà du POC, donc le POC, c'est Proof of Concept, donc preuve de concept. L'idée, c'est vraiment de passer à l'étape d'après. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grands groupes ont l'habitude, savent travailler avec des PME. Ils savent moins travailler avec des startups parce qu'elles sont un peu plus fragiles, elles ne sont pas très grosses, voilà. Donc ça les inquiète un peu. Et en tant que surtout des assureurs leur métier, c'est gérer du risque. Ils ont tendance effectivement à être encore plus méfiants sur les startups. Même si effectivement certains travaillent avec elles quand même, et heureusement. Mais du coup, effectivement, comment passer ce cap où effectivement l'assureur à un moment doit vraiment s'engager pour travailler avec la start-up, puisque une start-up qui est, alors comme l'a dit effectivement Raphaël, quand on est sur de l'innovation d'usage, on développe des nouveaux process, on digitalise certains process, la souscription, etc. Les fonds nécessaires pour mettre ça en place sont relativement modestes, accessibles en tout cas. Quand on est vraiment sur du développement technologique, de la R&D, là on a besoin de fonds parce qu'on a besoin de payer des PhD, des devs, etc. pour mettre en place tout ça. Et du coup, il y a effectivement un besoin de fonds. Et dans le cas de start-up technologiques, comme c'est le cas de Synomène, on va être obligé donc de combiner bien sûr le soutien d'assureurs, de grands groupes, avec des compléments en fonds via des levées de fonds. Tout simplement, donc d'investisseurs complémentaires, chose que effectivement Michael et Edouard et Antoine auront peut-être moins besoin de leur point de vue. Mais effectivement, du coup, on a besoin et on est obligé de passer par des étapes intermédiaires jusqu'à ce qu'effectivement, à ce moment-là, le grand groupe quand même se sente aussi rassuré et passe vraiment l'étape de travailler sur le long terme. Ouais, et pour rebondir, je pense, sur ce que tu disais, quelque chose aussi qui est complètement vrai,
c'est que partir bille en tête sur l'innovation technologique, c'est aussi un énorme pari en fait, parce que ça prend du temps normalement. Donc si on développe quelque chose, c'est le fameux truc du produit jamais parfait. On se dit qu'on a la super idée, que le produit il est top. Si on met 1 an pour développer, ça veut dire qu'il y a 1 an de burn et ça veut dire que ce cash on le revoit jamais si ça marche pas. Donc là pour le coup, pour aller justifier ça à des investisseurs à qui on a demandé de l'argent et à qui on dit qu'on a cramé 40% de l'invest parce qu'on avait une super idée, qu'elle n'était pas testée ou qu'il n'y avait que 5 utilisateurs et utilisatrices qui avaient adoré, bah bon board quoi. Le prochain, c'est sûr que ça se passe mal. Donc je pense qu'effectivement aussi, les risques de l'innovation technologique, c'est que, encore une fois, je pense qu'effectivement c'est sérieux, ça prend du temps. Et je pense que le mot innovation technologique aussi est très galvaudé aujourd'hui. Tout le monde fait de l'innovation technologique en IA, en machine learning, etc. Mais la réalité est que ce n'est pas 95% des startups qui font ça, numéro 1. Et je ne sais même pas si c'est 10% des acteurs qui le font qui arrivent à le faire correctement pour répondre à leurs objectifs. Donc ce n'est pas facile, en tout cas, c'est ça que je veux dire. C'est très compliqué. Juste sur ce point, il y a un routeur un peu intéressant qui est le crédit d'impôt recherche versus crédit d'impôt innovation. En fait, c'est l'aléa, à mon avis, qui fait la différence. Il me semble qu'aujourd'hui, en 2022, chez les courtiers, on est plutôt sur de l'innovation, dans le sens où notre sujet n'est pas forcément un sujet d'ouvrir des sujets avec des aléas forts, de savoir si on va ou pas aboutir. Même les courtiers, alors peut-être toi c'est différent parce que tu n'es pas directement courtier, mais les courtiers, même quand ils font de l'IA, quand ils font de l'exploitation de données, etc., ils ne le font pas dans un projet avec un aléa fort. Ce n'est pas de la recherche à proprement parler. C'est plutôt de l'implémentation d'un certain nombre de solutions, fussent-elles compliquées. Hein. Et d'ailleurs, pour faire ce genre de crédit d'impôt, parce que c'est quand même quelque chose qui nous aide, on s'est plutôt orienté vers de l'innovation parce qu'il y a un aléa plus faible et il y aurait un aléa un peu plus fort fiscal. Je vais faire un rebond rapide là-dessus, c'est assez marrant. Moi je viens du Mans, je suis originaire du Mans, donc on a 1 heure de Paris. J'ai demandé un crédit d'impôt innovation. Alors même si la recherche, on fait tous les jours, parce que rechercher, on en cherche des solutions, on réfléchit. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, peu importe notre niveau de tech d'usage ou pas. Et je me retrouve face à un représentant des impôts de ma ville. Parce qu'à Paris, c'est un peu noyé dans la masse, donc ils ne vérifient pas tout, sauf comment on est 3 à demander un crédit innovation. Donc ils passent tous nous voir. Et je me retrouve face à quelqu'un qui me dit, écoutez, c'est pas mon métier, donc je ne peux pas vraiment statuer sur le fait que vous innovez ou pas. Moi, je lui dis, écoutez, je suis membre French Tech, je suis sélectionné parmi les InsurTech de l'année en jeune pousse, je suis label innovation, j'estime innover un peu quand même. Et il me dit, bah non, selon nos critères des impôts, vous n'êtes pas innovant. Je fais, ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crée le vaccin contre le Covid-22 peut-être pour être innovant. Et c'est vrai que c'est assez frustrant, comme disait mon cher confrère, bah voilà, innovation, recherche. Moi j'estime innover vraiment, et avec fierté, avec certains degrés. En effet, on ne fait pas la mécanique quantique, hein, comme disait Raphaël. Mais c'est quand même frustrant de se retrouver face à un pays, une administration fiscale qui nous dit c'est pas ma compétence, mais vous n'innovez pas malgré le fait que vous êtes innovant. Et voilà, petit mot passé à notre cher système, et c'est très frustrant. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Michael, est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus, sur les freins que les startups peuvent avoir vis-à-vis de l'innovation, vis-à-vis de leurs partenaires? Les freins que peuvent avoir les InsurTech vis-à-vis de leurs partenaires? Les freins, je pense déjà, comme on avait dit, il y a un aspect vraiment financement en fait. C'est vraiment trouver des financements parce que l'innovation, ça coûte cher. C'est-à-dire que même, ça reste quand même des entreprises privées, que ce soit courtier, assureur. On n'est pas dans un laboratoire de recherche à rechercher. Et puis si jamais il n'y a rien, bon bah tant pis. Non, fait que derrière, il y a quand même un certain retour sur investissement. On n'a peut-être pas la même patience quand on est un centre de recherche ou quand on est une institution privée. Et donc je dirais le frein, c'est peut-être le financement et surtout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un garage à itérer. Il y a quand même une certaine attente vis-à-vis de nos partenaires. Et puis, ils n'entendent pas toujours que voilà, derrière, il y a peut-être pas, ça aboutit pas forcément. C'est ce côté quand même d'aller vite et à, in fine, quand même proposer quelque chose. Donc c'est de l'innovation, mais en étant un petit peu pressé. Du coup, c'est une question pour tout le monde. Hein. C'est une question libre, hein, parce qu'on parle de financement. Du coup, est-ce qu'il faut lever des fonds au coûte que coûte ou pas? Et quand est-ce qu'il faut lever des fonds?
faire une levée de fonds. Est-ce qu'il y a une obligation pour une insurtech? Alors, je voulais illustrer un petit peu avec autre chose, mais je vais répondre d'abord à ta question. Pour ce qui est de lever des fonds, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans certains cas, c'est nécessaire. On n'a pas le choix. Simplement, il faut effectivement, on a besoin d'un support, on a besoin de beaucoup de financement assez rapidement. Voilà, il faut passer par là dans certaines situations. Alors pour rebondir aussi sur ce que disait Michael, le chercheur dans son garage, il n'y a aucune entreprise qui fait ça aujourd'hui. Hein. On est tous avec un marché quand même derrière qui est quand même bien identifié. Voilà. Donc pour ça, voilà, pour la question de lever des fonds. Mais je voulais aussi illustrer un petit peu les propos avec un événement d'actualité, enfin un événement, quelque chose d'actualité aujourd'hui, c'est la réforme de l'assurance agricole. Donc aujourd'hui, qui est initiée depuis plus d'un an maintenant, un certain temps, 1 an et demi maintenant, sur donc une réforme du système en fait de l'assurance agricole et de comment elle va être gérée. Et notamment, comment est-ce que l'État intervient aussi en cas de calamité, d'événements très, très, très sévères. Là, il y a un changement, le gouvernement exige des assureurs de transiter à un nouveau système pour le 1er janvier 2023. Et il s'avère que une grande majorité des assureurs est un peu perdue et c'est la catastrophe, c'est un peu le branle-bas de combat pour mettre tout ça en place parce qu'il y a plein d'aspects logistiques, etc. à mettre en place. Les startups ont leur rôle à jouer là-dedans, notamment parce qu'elles vont faciliter aussi certains process. Et je pense par exemple à l'expertise des sinistres agricoles aujourd'hui, qui va demander, en fait, il va y avoir une forte demande dans le cadre de la mise en place de cette réforme. Et la start-up, en tout cas Synomène en l'occurrence, intervient là-dessus, sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Tout à fait. Ouais. Un vrai apport, effectivement. Mais après, il y a effectivement des questions logistiques aussi qui sont très importantes à gérer. Moi, sur la thématique de levée des fonds, je pense que pour le coup, ça, et on l'a tous dit au moins une fois à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. C'est pareil. Tout le monde a, je pense, à des situations différentes et des besoins de financement différents à des moments différents. Néanmoins, je pense que le fait d'avoir beaucoup d'argent à un moment donné, si on n'a pas nécessairement trouvé le product market fit avant et qu'on ne sait pas comment l'utiliser, en réalité, je pense que ça peut être un problème. Ce qu'on se voit aujourd'hui, ce qui se passe aux US avec les layoffs chez Stripe de 15% de personnes, Twitter où on bouge aussi, enfin tous les grands de la tech qui sortent 10-15% de leurs effectifs. Ça veut aussi dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement là à leur place au moment où ils devaient l'être aussi. Et ça, c'est pourquoi ils pouvaient le faire, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Donc en fait, je pense que le fait de pouvoir lever des fonds aussi, c'est bien. Et le fait de pouvoir avoir de l'argent sur le compte, c'est bien. Mais en réalité, il faut être capable de savoir comment on veut l'utiliser, pourquoi on veut l'utiliser, pour faire en sorte que ce soit pérenne. Parce qu'après, il y a des modèles qui le demandent de cramer du cash pour cramer du cash. Mais c'est vrai que c'est pas. En tout cas, nous de notre côté, c'est pas ce à quoi on aspire de se dire qu'on doit être dépendant forcément d'une levée de fonds. Parce qu'être dépendant forcément d'une levée de fonds, ça veut dire que tous les 18 mois, on ne sait pas si on va passer les 18 mois d'après, quoi. Une question, vous voulez compléter ou pas? Allez-y. Non, juste sur lever des fonds, en fait, le courtage et le monde de l'assurance en règle générale, on a la chance d'être sur un métier qui est rentable, où il y a déjà un business model qui existe. Ce serait un peu dommage de lever des fonds pour casser le business model et passer sur un truc pas rentable. Après, lever des fonds pour aller beaucoup plus vite, pour acquérir de la part de marché, c'est-à-dire transformer des fonds en valo parce qu'on a des bases clients et tout ça, ça c'est tout à fait pertinent. Lever des fonds pour essayer de repenser, théoriquement, si quelque chose est rentable, en fait, on a le choix entre le temps et le fait de lever des fonds. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se passer de lever de fonds, mais ça prend juste plus de temps parce qu'il faut faire les choses petit à petit. Et quand on lève des fonds, on achète du temps pour les courtiers. Il y a d'autres univers où c'est pas vrai parce qu'il faut faire de gros investissements initiaux, de tech, de logiciels SaaS et tout ça. Mais je pense que c'est un arbitrage temps-fonds. Voilà. D'accord, donc ça dépend. Je vais rebondir rapidement là-dessus. En effet, la levée de fonds à tout prix, et il y a différents types de levées de fonds, il y a différents types d'investisseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à un investisseur et qu'on lui dit qu'on vise une croissance à 30% par an, ce qui est déjà exceptionnel pour un entrepreneur, il faut bien dire que 30% par an, il y a plein de boîtes qui en rêvent, lui il va dire ah non,
30%, ça ne m'intéresse pas. Alors que ça peut être linéaire. Par contre, si tu vends une levée de fonds où tu dis, bah, moi je dis 10 000% de croissance sur 5 ans avec une valo à 1 milliard, donc tu me donnes 200 millions, même si je perds 100 millions par an, c'est pas grave. Je crame tout en marketing. Après, c'est vraiment comme dit Antoine, une question de vision. On a des modèles qui sont déjà rentables en tant que courtier, parce qu'on est courtier. Moi, demain, si j'ai besoin d'une levée de fonds, c'est pas pour faire une série A, suivi d'une série B, suivi d'une série C, suivi d'une série D, où je vais vendre mes parts 50 millions d'euros et je partirai me reposer. Même si c'est des choix faisables et je l'entends, et peut-être que je changerai d'avis plus tard, mais c'est plutôt recruter des gens compétents, des gens meilleurs que moi sur certains domaines, parce que c'est aussi ça, grandir une entreprise, c'est savoir recruter meilleur que soi sur certains domaines, faire du marketing et aller plus vite et plus fort. Et c'est vrai que ça dépend de la vision de chacun sur à quoi va servir cette levée de fonds. Et en effet, je reviens là-dessus, c'est assez frustrant pour les entrepreneurs dans le réel, parce que bizarrement, moi, j'ai une affaire à côté dans le courtage plus classique où je gagne de l'argent de manière normale, en fait, sans être endetté. Et on essaie de construire des business models où on veut gagner de l'argent, comme tout entrepreneur, à court terme, mais pas attendre une éventuelle réussite sur une promesse pas forcément délivrée. Donc ça dépend après de la vision de chacun, et chaque vision entrepreneuriale est respectable. Mais le but, c'est pas de tomber dans un système à la Lemonade ou à l'américaine où on voit des cours de bourse qui se cassent la gueule en une nuit. Je pense pas que ce soit ce qu'on doit viser pour notre pays, en tout cas, et pour la croissance des startups en France. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Notre temps imparti est terminé. Donc, merci à tous pour ce panel assez riche.